Bonjour à tous. Donc, nous sommes tous les trois élèves du Collège Rabelais, situé juste à côté de la Griffe Noire. Et on fait partie de la classe de 3e qui a choisi le prix Saint-Maur-en-Poche ado. Et qui gérons aussi le Rablog cette année, spécialement avec Madame Riff, notre prof de français. Et donc, tout d'abord, merci à la Griffe Noire et à Marie qui se reconnaîtra d'avoir tout organisé, de nous avoir offert les livres de la sélection qui nous ont permis de choisir le prix. Et parmi cette sélection, il y a un livre qui nous a particulièrement plu. Il s'agit d'Oxa Pollock. Et donc c'est pour ça que nous sommes très honorés de recevoir ces deux auteurs et leurs chiens, Sandrine Wolf et Anne Plichota. Bonjour à vous. Bonjour. Donc Anne et Sandrine, vous êtes les auteurs de cette série, Oxa Pollock, qui est publiée depuis 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Chez XO depuis 3 ans, mais c'est vrai depuis 5 ans. Oui, donc parce que c'est une série assez particulière. Au début de votre livre, vous dites que vous avez imaginé cette histoire un soir de réveillon. Et puis ensuite, cette histoire a été auto-publiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, on a fait un peu comme les auteurs. On a écrit un livre. On a envoyé notre manuscrit à des maisons d'édition et puis on a eu un refus. Et on n'a pas insisté, mais on voulait pas mettre notre manuscrit dans un tiroir. Et on est allé aux impôts faire un numéro de SIRET. Et on a auto-publié notre livre. Donc on a trouvé un imprimeur, on a trouvé un comité de lecture avec des professionnels de la lecture, donc des bibliothécaires, des profs, un psy même. Et voilà, j'avais fait l'illustration du premier livre et on s'est lancés toutes les deux. Voilà, mais c'est aussi avec des jeunes de votre âge, à peu près des classes de 5e jusqu'à la 3e, qui faisaient partie du premier comité de lecture. Et c'est vrai qu'ils ont été très, très motivants aussi dans notre histoire, dans nos débuts, dans nos tout débuts, parce qu'ils sont vraiment accrochés à l'histoire et ils nous ont soutenus en fait tout au long de cette aventure de l'auto-édition. Et c'est eux qui ont été à l'origine du fait qu'on trouve un éditeur en fait de cette grosse récompense finale. En fait, on a créé un blog et tous nos lecteurs qui ont votre âge étaient là pour parler d'Oxa ou alors parler d'autres livres. Et on a des jeunes de 14, votre âge, qui ont publié une lettre coup de gueule dans le Nouvel Obs sur Internet. Et à partir de là, les choses sont un peu multipliées. Et donc, un éditeur, XO, a lu les livres très rapidement. Et voilà, on était à la tour. Et puis, on a beaucoup aimé ce que notre éditeur nous a proposé. Et donc on a signé avec XO et voilà, on est passé du côté artisanal à quelque chose d'assez grand, même très grand. Donc voilà, c'était assez inespéré. Avec aujourd'hui donc 6 tomes, le dernier est sorti bientôt ou va sortir, je ne sais plus. Il sort en novembre prochain. Oui. D'accord, et donc nous avons ces livres-là entre les mains. Et au quotidien, vous écrivez cela à 2. Ça ressemble un peu à une partition de piano 4 mains, non ? Comment vous répartissez le travail ? Oui, c'est 4 mains, 2 cerveaux. On met en commun, en fait, tout ce qu'on est l'une et l'autre. C'est une espèce de grande marmite où on met tout ce qu'on aime, tout ce qu'on ressent. On est très différentes l'une de l'autre, donc on n'apporte pas du tout la même chose. Et c'est vrai que le but, c'est de fusionner tout ça. Il ne faut pas que le lecteur ressente une différence dans l'écriture. Donc on fait un peu comme les peintres, on apporte le meilleur de nous-mêmes ou ce qui nous plaît ou les affinités personnelles. Et voilà, et après on fusionne tout ça, on rajoute des couches de couleurs pour que ça fasse un ensemble. Et une fois que cet ensemble nous convient à nous deux, il faut toujours qu'on soit d'accord sur ce résultat. Voilà, on passe à la suite, tout simplement. Donc c'est vraiment un travail en commun, apporter ce qu'on sait faire de mieux, et puis c'est le résultat qui compte. C'est pas moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. C'est pas ça qui compte. C'est parfois déséquilibré, mais ça c'est notre petite cuisine secrète en fait. Donc on vise le résultat.
Et après, il faut se donner les moyens pour y arriver, l'une et l'autre. Comme quand vous faites un travail en commun, en classe, un exposé, je veux dire, ou n'importe quelle équipe de travail comme ça qui a un but commun, voilà, chacun donne et puis on est heureux du résultat, ouais. Et donc ça donne un ragoût très goûteux, une peinture très colorée. Alors, merci. Le livre est fantastique. À partir du moment où Oxa acquiert ses pouvoirs, il y a que de la magie. Voilà. Quelle a été votre source d'inspiration pour créer cet univers un peu... En fait, moi, je lisais pas trop de romans. Je ne veux pas classer les choses, mais voilà, de romans jeunesse. Plutôt des romans adultes et plutôt de la littérature. Moi, c'est un auteur que j'adore. Un auteur, il s'appelle John Fante. Ça n'a rien à voir avec le fantastique, mais c'est lui qui m'a emmené à cette envie d'écrire et surtout son humour. Après, l'inspiration, je crois qu'elle est partout. À partir du moment où on ouvre un petit peu les yeux, un peu son esprit, ses oreilles. Alors ça peut être quelqu'un qui te raconte sa vie dans le train, ça peut être, je sais pas, tu vois une mouche qui vole, tu te dis, si c'était pas une mouche, si c'était un espion venu de l'Est qui est en train de regarder tout ce que je fais. Enfin voilà, tu peux comme ça mettre de la fantaisie dans des petites choses tout à fait anodines. Ouvrir ton esprit. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Un jour, j'entends ça à la radio. Ça peut être même un peu flippant. L'œil humain, en fait, paraît-il, on a l'impression qu'on voit tout ce qui existe. Mais en fait, on voit un très faible pourcentage de ce qui existe réellement. C'est une question de lumière, de vitesse, etc. Là, je ne suis pas du tout scientifique. Mais cette information, en fait, m'a fait un peu, ça m'avait un peu bouleversée parce que je me suis dit, dans cet énorme pourcentage de choses qu'on ne voit pas, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir exactement? Et en fait, ce qu'il peut y avoir, c'est ce que nous, on va y mettre. Toi, tu vas y mettre quelque chose, moi, autre chose. Et j'aime bien imaginer que les choses sont parfois pas toujours comme je les vois. Qu'il peut y avoir quelque chose au-delà des apparences, au-delà du miroir et au-delà de cette simple vision en fait qu'on peut avoir des gens ou des choses. À partir de là, c'est illimité. Après, c'est vrai que Harry Potter a été le moteur. Sans Harry Potter, Oxa n'existerait pas. Et c'est vrai qu'elle a permis, Harry Potter a permis à plein d'auteurs de s'exprimer. Donc, voilà. D'accord. Et j'avais une question qui me trotte dans la tête. Pourquoi Londres? On sait que Oxa déménage. Pourquoi Londres? Si j'avais... toutes les deux, si on avait dû choisir un pays, on aurait choisi toutes les deux l'Angleterre, parce que moi, l'Angleterre, je trouve ça très exotique. Donc, c'est pas très loin de chez nous. Il y a juste le RER. Il n'y en a pas pour longtemps. Pourquoi elle déménage? Parce qu'elle devait déménager. Donc, voilà. Ça faisait partie de l'intrigue aussi de fuir. D'aller quelque part où on a quand même une origine commune, des repères. De s'installer dans une grande ville un peu cosmopolite. Ça correspondait bien à l'esprit des Sauve-qui-peut, cette communauté de personnes qui a des origines communes, qui vient d'un petit peu partout, après qui a été éclatée comme ça de par le monde, surtout en Europe, mais un peu partout. Donc c'était une espèce d'ambiance aussi comme ça, d'esthétique aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une esthétique particulière en Angleterre qui se prête beaucoup à ce type d'histoire un peu magique. Autant Paris, ça peut, on peut explorer le romantisme, une ambiance un peu comme ça, très jolie. Et Londres, ça nous évoque, nous, d'autres choses, en fait. Et vraiment, la magie à tous les coins de rue, dans le ciel, dans les parcs. C'est vraiment une question d'environnement, de décor aussi. Et donc, la magie partout, dans tous les coins de rue, à Londres. Dans ce livre, c'est la même chose. On a des tonnes de créatures, d'objets. Les Crash-Crannock, par exemple, sorte de baguettes magiques, puisque ce sont des sarbacanes qui servent à lancer des sortilèges. Ou encore le Culbugelar, qui est une alarme vivante. Oxa est entouré de toutes ces créatures.
dès le moment où elle a ses pouvoirs magiques. Et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas seulement une fonction dans l'atmosphère, ni dans l'action, puisqu'on a par exemple, et surtout, les folles dingos, qui eux ont un langage à tomber par terre. Donc, je vais vous lire un extrait que vous reconnaîtrez. Pour inviter une maisonnée à passer à table, ils peuvent dire « Le repas est arrivé à une préparation aboutie ». L'invitation à rejoindre la table est d'une promptitude immédiate, si votre volonté est active. Comment avez-vous mis au point ce langage ? Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec les mots et leur donner, comme à certaines choses dans la vie, leur donner un autre usage que l'usage habituel. Donc c'est vrai qu'avec ma fille notamment, qui a à peu près votre âge, j'ai pris l'habitude, depuis qu'elle est toute petite, de me lancer des défis comme ça avec les mots. Chaque jour, alors de glisser un mot tout à fait improbable et impossible à caser, mais d'arriver à le caser quand même dans un contexte qui correspond. Donc on se lance comme ça des petits défis, ou alors elle m'envoie un SMS pour me dire qu'elle est arrivée au collège. Tous les matins, elle est obligée de faire ça. Et moi, je lui réponds par un adjectif différent tous les jours. Voilà. Et c'est juste de mettre un petit peu de joie aussi dans des choses tout à fait, pas forcément tristes, mais tellement ordinaires. Et avec les mots, on peut vraiment s'amuser. Donc les folles dingos, c'est venu très rapidement. C'est vrai qu'on avait imaginé déjà les petites créatures. Et puis, je ne sais pas, le langage est venu instantanément. On s'est dit, on va presque inventer une langue folle dingote. Et là, on s'amuse énormément avec ça. Parce qu'en même temps, ils sont toujours très sérieux, hein. Eux-mêmes ne rient quasiment jamais, les folles dingos. Je crois qu'ils rient jamais. Jusqu'au tome 6, il n'y a pas un moment où ils sont un peu joyeux. Mais ils ont une espèce de gravité comme ça qui est presque drôle, parce que le sérieux, parfois, ça a quelque chose de comique quand c'est posé dans des situations qui ne s'y prêtent pas forcément. Et le langage renforce ça, en fait. Ils sont un petit peu décalés comme ça dans la vie de tous les jours. Oui. Et donc ils ne rigolent pas, mais quand ils se sentent mal, ils virent au violet, c'est ça ? Oui. Ou alors ils deviennent très pâles, presque translucides. Et quand ils sont dans un état de grande confusion, une émotion intense, alors là, ils deviennent aubergines, en fait. Un peu comme nous, hein, parfois. Ce qui nous a beaucoup marqué dans votre livre, et ce qu'on a vraiment beaucoup aimé, parce qu'au final, c'est pas vraiment présent dans beaucoup de livres qui restent beaucoup superficiels, c'est que au-delà de l'action, de l'aventure, il y a une grande présence de sentiments. Donc il y a l'amour, la peur, et il y a un grand thème majeur dans le livre qui est la découverte de ses origines. Est-ce que ça fait partie des choses que vous vouliez transmettre avec Oxapoloch ? Au départ, on n'avait pas d'envie spéciale, de transmettre quelque chose. Après, c'est du bon sens. Ce qui était important pour nous deux, c'était les sauve qui peut. C'est dans la vie, on ne peut pas faire tout seul, en fait. On a besoin des autres. Et souvent, les héros dans les romans fantastiques sont orphelins. Et nous, on avait envie on a envie vraiment d'une famille aimante autour d'elle, et que cette famille participe à son chemin, en fait. C'est vrai que ça peut être vécu comme une contrainte, en fait, d'être accompagné d'autant de gens qui vous aiment ou que vous aimez. Et nous, on a posé ça un peu comme ça. C'est vrai que d'avoir des gens autour de soi qui on tient, ça influence aussi nos actes. On ne fait pas la même chose quand on est totalement seul et quand on est accompagné, et qu'il y a les conséquences de nos actes sur des gens qu'on aime. Donc ça modifie un petit peu les choses, et c'était une contrainte qu'on avait envie d'explorer par rapport à ça. Et puis pour revenir à ton point de départ, c'est vrai que Oxa, c'est une jeune fille comme toi, des jeunes filles comme elle, vous en connaissez, en fait. Elle n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'elle a une petite différence, comme chacun d'entre nous. On a notre petit truc qui fait de nous ce que nous sommes. Elle a des pouvoirs magiques, mais à la limite, c'est presque accessoire. C'est vrai que nous, on avait envie de garder ce côté très réaliste, avec des personnages qui ont des réactions cohérentes avec la réalité, qui font des erreurs, qui ont des faiblesses, et qui arrivent à concilier tout ça, en fait, ce qu'ils sont réellement, ce que la société, le monde leur impose, et d'arriver à intégrer et à gérer sa différence.
Quelque Tout chose de simplement. tout à fait réel, malgré la magie du livre, en quelque sorte. Et pour finir, on a une dernière question. On a cru comprendre que vous aviez d'autres projets. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Par exemple, Nell a dans les mains Suzanne Hooper. Donc, c'est plus un projet. Suzanne Hooper est sortie il y a 3 mois. Donc, c'est une trilogie. On est toujours dans les univers fantastiques. Quoique là, c'est un peu plus surnaturel. Voilà. Donc, il y avait ce projet. On termine donc Oxa avec le dernier volume en novembre prochain. Pour le moment... Donc on va finir. Et merci à vous deux. Et comme diraient les folles dingos, La gratitude pour cette cette entrevue est complète. Et Nous connaissons l'espérance de vous revoir. Merci. Bien le merci.